J'ai un de mes cousins qui m'a amené ça. C'est une pièce en plastique, en polyéthylène, probablement moulée. En fait, ça vient d'un distributeur de sopalin, papier d'alu, sel au frais. Est-ce que tu peux m'en refaire un avec ton imprimante 3D? Du coup, je lui ai refait ça et j'en ai fait deux. Et je vais vous expliquer ce qui était important en termes de dimension et comment ça s'est passé. Mon cousin m'a envoyé plein de photos de détails de son système. Donc ce qu'on voit, c'est que c'est là il y a un rouleau de sopalin, c'est une partie qui nous intéresse pas. Là on a le cœur d'un mandrin, probablement de papier alu qui est vide. Là on a le même avec du sel au frais. Ce qu'on voit, c'est de la tôle ici. Le fond est également en tôle. Donc la partie qui nous intéresse, en fait, elle se présente comme ça en exagérant. C'est-à-dire cette pointe-là, elle va rentrer dans ce tube-là. Cette pointe-là, elle va rentrer dans le tube qui se trouve ici. Un point qui, moi, me semble important, c'est que, je vais rapprocher pour voir, là, on a deux épaisseurs. Il m'a aussi laissé un dessin qu'il a fait. Alors, il a un passé dessinateur industriel ou technique, on va dire. Là, on est sur de la tôle inox, 8/10. Donc là, on a cette partie-là avec le petit repli pour le premier rouleau. La même avec le petit repli pour le deuxième rouleau. En dessous, je m'en fous, c'est le sopalin. Et il m'a indiqué les cotes qu'il a mesurées donc sur la partie tôlée. Donc tôle inox 0,8 mm. Donc là, c'est ce qu'il m'a indiqué, pardon. Ici, épaisseur 0,8. Au milieu 0,8. En bas 0,8. Dimension totale extérieure dessus de cette tôle-là. Dessus de la tôle du bas 102 mm. Et 49,5 mm, 49,5 plus, on va dire à peu près 49,5 de l'intérieur à l'intérieur de la tôle, de l'intérieur à l'intérieur de la tôle. Une partie sur laquelle va venir appuyer la tôle, les pièces en tôle de 8/10, et on a un ergot. C'est pas un ergot parce qu'en fait il est très légèrement biseauté, qui va permettre de verrouiller la pièce quand on va venir l'encastrer, l'encliqueter dans la partie métal inox. Donc il y a un petit ergot de verrouillage ici et un de l'autre côté. Sur une pièce de ce type-là, en fait, ce qui est important, c'est pas de la refabriquer exactement à l'identique. Bien sûr que je pourrais imprimer une pièce avec exactement les mêmes nervures. La vraie question, c'est est-ce que c'est utile? Ça serait compliqué, plus long à modéliser, et surtout, pourquoi est-ce que ça a été fait comme ça? Ça a été fait comme ça tout simplement parce que cette pièce, elle est injectée dans une presse, et donc si ça avait été un cylindre, si ici on avait eu un cylindre, et en haut un cône tronqué des deux côtés, sachant que de ce côté-là, c'est bouché, ça aurait été plein, rempli de plastique injecté sous pression. Le fabricant, il a fait ça comme ça, c'est creux, c'est très fin, uniquement pour des questions de process de fabrication. Nous, on est en impression 3D. Donc en impression 3D, on peut parfaitement faire un cylindre du même diamètre, un cône tronqué, à peu près du même diamètre, dont l'intérieur sera creux, ce qui est un des énormes avantages d'ailleurs de l'impression 3D, c'est qu'on peut faire des pièces creuses, qui sera rempli juste ce qu'il faut pour que ça tienne, et qui rendra exactement le même service. J'ai pris mon pied à coulisse et j'ai tout mesuré. Les dimensions importantes, c'est quoi? C'est de là à là, donc ce qui correspond à l'intérieur des tôles, extérieur à là extérieur. Là, j'ai mesuré, j'ai 102 mm, exactement ce que mon cousin a mesuré sur l'extérieur de la tôle. De là à là, il y a à peine 1 mm. Comme la tôle fait 8/10 d'épaisseur, ça me paraît sensé. De là à là, on a 2 mm. Bon, la tôle fait 8/10 aussi, mais pourquoi pas, admettons que ça soit un parti pré-esthétique.
Ça, c'est important aussi parce que la tôle est pliée à angle droit, mais elle ne fera jamais un angle exactement de 90 degrés parfait. Donc, il faut prévoir un petit rayon. Au milieu, de quoi passer les deux tôles. Et donc, de cette face-là à cette face-là, j'ai mesuré. Je suis à 49,5, un truc comme ça, ce qui correspond à ce qui existe sur les tôles. Le diamètre, c'est pas critique, il y a un petit peu de jeu. C'est pas critique non plus. C'est purement esthétique, hein, l'arrondi ici. Un autre élément qui est important, c'est la position de ce petit ergot. C'est-à-dire que moi, j'ai mesuré du centre de l'ergot à cette face-là, donc on va dire de là à là, 5 mm, et du centre à ici, l'arrière, 15 mm. On va le mettre à sa place. On est sur le modèle complet dessiné dans Rhino. Donc vous voyez que là, on a les petits picots qui vont permettre de verrouiller. Les tôles, j'ai le même de l'autre côté. Les dimensions, en principe, sont celles qui vont bien. Donc on va maintenant regarder comment j'ai modélisé cet objet qui est relativement simple, faut être honnête. Alors c'est exactement le même, si ce n'est que je suis passé en mode de représentation filaire. Donc ce qu'on voit, c'est les lignes de construction des surfaces au sens géométrique, mathématique. Donc c'est beaucoup moins lisible. Donc je vais les afficher en ombré. J'ai affiché la palette qui me permet de montrer entre autres les calques. Donc en fait cet objet il est construit en 3 morceaux. Donc je vais cacher ceux qui m'intéressent pas. Voilà, donc j'ai commencé en fait par la platine, ce que j'ai appelé la platine, c'est-à-dire le socle en fait de base. Cette vue-là, elle n'est pas ombrée. Et juste pour hop, les côtes. Donc j'étais à 102 en extérieur, j'ai pris un petit peu de marge, je suis passé à 102,5. J'avais mesuré les dimensions complètes de là à là, donc on est à 52 mm, etc. Un point qui est important, c'est qu'ici, en fait, je me suis aperçu en regardant l'objet que là, on avait un arrondi, un quart de cercle, en fait. Ça semblait être le même de ce côté-là, avec une petite zone ici qui était plate. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré la distance d'ici à là, et j'ai code de rayon. Je vais me mettre ici. Voilà, je me suis aperçu que ça faisait 23 mm, donc en fait là j'ai tracé un quart de cercle de 23, j'ai tracé un autre quart de cercle ici qui fait 23 également et qui est centré au milieu, et entre les deux, il reste un petit bout qui est une ligne droite, mais qui va être parfaitement raccord parce qu'elle sera tangente à ces deux quarts de cercle. Alors ces courbes, après les avoir jointes, c'est-à-dire qu'en fait j'ai obtenu une courbe unique, j'ai appliqué ici un petit congé, et ici, dans le même angle, puisque c'est symétrique, et j'ai appliqué un congé également ici, c'est-à-dire qu'à l'origine, la courbe, elle remontait comme ça, et c'était vraiment une pointe, ça finissait au même niveau que le point de départ du quart de cercle. Ces deux lignes-là, elles étaient soudées, et j'ai simplement mis un congé entre les deux lignes, pour obtenir quelque chose d'un petit peu plus doux. La courbe qui se trouvait ici, je l'ai ensuite simplement extrudée, verticalement sur 2 mm de hauteur pour me donner ce solide qui constitue la base. La deuxième partie, donc ce que j'ai appelé les côtés, mon calque s'appelle côté, peu importe, donc qui correspond en fait à ces deux parties verticales. Alors elles sont symétriques par rapport à la pièce globale. On va retrouver le petit picot sur le côté de verrouillage avec un petit pan coupé. La petite pente, elle est là simplement pour faciliter le glissement, l'insertion de la tôle en fait quand on va vouloir la mettre là-dedans. Et on va également retrouver ici un petit congé que j'ai fait à la fin. J'en ai fait un que j'ai ensuite miroré, j'ai fait une symétrie par rapport au milieu d'ici. Donc ce qui est important, c'est les cotes. Donc les cotes linéaires, on a vu que j'étais à 49,5 intérieur des tôles. Donc pour être sûr que ça rentre sans forcer, j'ai retiré 1 mm. C'est-à-dire que ça me laisse 5 dixièmes de jeu pour la tôle de ce côté-là et pour la tôle de ce côté-là. 1,6, pourquoi? Parce que mon imprimante 3D, elle a une buse de 0,4.
Donc 1,6, ça me permet de faire des murailles qui ont 4 couches d'épaisseur. 4 fois 4 dixièmes, ça fait 16 dixièmes, soit 1,6 mm. Donc je vous avais dit que c'était important ici d'avoir un arrondi, un congé, parce que les tôles sont pliées à angle droit, mais une tôle pliée à angle droit, elle a toujours une petite courbure. Et le reste, en fait, ça correspond aux distances que j'ai mesurées sur la pièce en plastique. C'est la hauteur des côtés qui font 15 mm, j'ai mesuré sur la pièce en plastique d'origine. Donc voilà, donc on est en fait même chose. Après que j'ai eu tracé cette courbe, ce profil en fait au niveau du plan horizontal, je l'ai extrudé verticalement sur 15 mm de hauteur pour obtenir un solide. J'ai fait une copie miroir selon cet axe-là, ce qui m'a donné ces deux pièces-là. Et ensuite, je suis venu appliquer un petit congé, alors je sais plus, rayon 1,5 ou rayon 2, peu importe, pour légèrement arrondir les angles. Ces parties-là, c'est tout simplement un cylindre qui a été ensuite, si je me mets en vue de face, qui a ensuite été simplement coupé par un plan. C'est-à-dire j'ai tracé une surface. Est-ce que je peux vous la montrer? Oui, elle est ici. Autant pour moi. Voilà, donc le truc vert ici. C'est un plan, hein, donc ça n'a aucune épaisseur, on est d'accord. On est sur un plan au sens géométrique qui m'a servi. Je l'ai positionné ici et j'ai demandé une division. Il nous reste ce que j'ai appelé les pivots, c'est-à-dire en fait les axes. Donc là, vous voyez en vert, c'est le calque tracé qui a cette couleur-là. C'est le centre des cylindres et du cône tronqué. La transition ici entre le tronc de cône et le cylindre, j'ai ajouté après, c'est ce qu'on voit, les petits traits de là à là, j'ai ajouté après un petit congé pour avoir une transition plus douce, pour éviter que à l'impression 3D, je me retrouve avec une petite bavure qui ferait que le carton à l'intérieur des rouleaux accrocherait. J'ai tous les composants individuels de la pièce à refabriquer. Ces éléments, je les conserve indépendants, tout simplement parce que si j'ai une modification à faire sur l'une ou l'autre des parties, c'est beaucoup plus simple que si c'était un seul objet. Je les ai copiés dans un autre calque, qui est celui-ci, orange. Je vais cacher le reste. C'est exactement les mêmes formes au sens mathématique, au même endroit, si ce n'est que c'est un seul objet maintenant parce que je les ai sélectionnés et j'ai fait une union booléenne, c'est-à-dire que j'ai fusionné les éléments qui étaient distincts en un seul objet, une seule polysurface au sens Rhino. Dans Rhino, il y a une commande, c'est celle-ci, qui permet de créer un maillage à partir d'une polysurface, donc d'un objet natif Rhino. Donc il y a tout un tas de paramètres que je ne vais pas vous expliquer. Si je fais aperçu, ça me permet de voir quels seront les triangles et les rectangles qui vont composer mon maillage. Si c'est OK, je fais accepter, ce que j'ai fait. Et donc j'obtiens un maillage, j'ai changé la couleur du calque, qui est une représentation la plus approchée, la plus précise, la plus fine possible de cette surface. Alors on voit que les cylindres, les troncs de cône en fait sont constitués de tout un tas de mini triangles, de petits rectangles en fait qui sont une approximation idéalement la plus fidèle possible de l'objet qu'on veut imprimer en 3D. Maintenant, il faut l'exporter dans un format qu'un slicer puisse comprendre. Donc, je vais le sélectionner. Je vais aller dans Fichier, exporter les objets sélectionnés. Et là, j'ai le choix de tout un tas de formats. Alors, avant, j'utilisais le STL, le point STL, c'était stéréolithographie, qui était un standard de l'impression 3D. Il y a un nouveau format qui est sorti, depuis quand j'en sais trop rien, mais qui est 3MF. Ce format 3MF, il a d'autres caractéristiques. Il permet d'exporter plus d'informations uniquement que la géométrie, en fait, que l'ensemble des facettes qui composent l'objet.
Je suis passé dans mon slicer, moi j'utilise Simplify 3D mais peu importe. Donc là on a la pièce en 3MF en fait exportée depuis Rhino. Ce qui est important, le truc que je voulais vous montrer, c'est que j'ai utilisé en fait deux procédés différents de fabrication, enfin procédés de réglage. Une partie pour la base de 0 qui va de 0 à 40 mm et qui s'arrête à 40 mm de hauteur. Et une autre partie pour le cône, pour être plus précis, la pointe du cône qui démarre à 40 mm de hauteur et qui fait la suite. On a changé de vue, on est en mode prévisualisation de ce qui va se passer à l'impression. Donc tout ce qui est en bleu, bah, c'est le premier process de 0 à 40. Mais ce que ça change en fait concrètement, je vais redescendre. Vous allez voir que, voilà, là on le voit ici de façon assez nette. En fait, jusqu'à 4 cm de hauteur, j'ai utilisé un remplissage qui est, on va dire, peu dense, c'est-à-dire que ça permet de consolider toute la partie structurelle, le cylindre, le début du cône, et plus on approche, en fait, là on arrive à, on approche des 4 cm, et à partir de 4 cm, je suis passé sur une densité de remplissage qui n'a rien à voir, qui est beaucoup plus importante. Alors tout simplement pourquoi? Parce que ça va me permettre d'arriver à ce niveau-là, juste avant d'attaquer en fait la partie solide, le haut du cône tronqué. Il faut bien que ces couches-là, elles puissent s'appuyer sur quelque chose. Puisqu'on est sur un sujet impression 3D, forcément, il faut que je vous montre un petit peu d'impression 3D. Donc ça, c'est mon imprimante